Bon, bonjour à tous, amis invisibles. On va donc aborder la dernière session de cette journée qui concerne les troubles alimentaires et ce que je qualifierais de sphère gynéco-obstétricale. La question des problématiques gynécologiques au sens large, en fait, on se rend compte qu'elle concerne un peu tous les âges et tous les stades de la maladie, que ce sont des questions qui sont abordées, au fond, un peu auprès de tous les professionnels, que ce soit en psychothérapie, auprès des psychiatres, des médecins somaticiens, etc., sur les questions d'aménorrhée, de retard pubertaire, de troubles des cycles, des questions de séquelles futures autour de la fertilité. Voilà, donc c'est vraiment une question centrale. On va débuter, donc on va donner la parole à Chantal Steiner, qui est pédiatre, médecin de l'adolescent et qui dirige une unité de médecine de l'ado à la Varenne-Jarcy et qui va donc aborder puberté, gynécologie et sexualité, conséquences des TCA à l'adolescence. Merci Corinne. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est très impressionnant de ne voir personne. Donc c'est pas comme ça qu'on passe les diapos, ok. Gauche-droite, clique bien sur le... clique sur le document quand même, et après gauche-droite, les flèches. D'accord. Donc pour commencer, j'ai essayé de regarder un peu quels étaient les mythes autour, enfin en tout cas quelques mythes autour de la gynécologie et des TCA. Donc je suis partie de là pour essayer après de voir si on avait des réponses à ces mythes. Donc premier mythe, la puberté précoce serait un facteur favorisant des troubles du comportement alimentaire. L'image du corps varie en fonction de la phase du cycle menstruel. Les crises d'hyperphagie varient avec le cycle menstruel. Le retour des règles signe la guérison du trouble du comportement alimentaire. Il existe un lien entre importance de la dénutrition et dysfonction sexuelle. Quand il n'y a pas de règles, il n'y a pas de fertilité. Et les adolescentes dénutries ne pensent pas à la sexualité. On va essayer de répondre à ça au fur et à mesure. Donc, on commence par quelques définitions pour qu'on soit tous sûrs de parler de la même chose. Les règles, c'est une élimination de la muqueuse utérine qui a d'abord été épaissie sous l'effet d'hormones qui sont les œstrogènes. Le cycle menstruel dure environ 28 jours. Il apparaît à la puberté, disparaît à la ménopause. Et ce qu'on appelle l'aménorrhée, c'est une absence de règles de plus de 6 mois. On dit qu'elle est primaire s'il n'y a pas de règles à l'âge de 16 ans et qu'elle est secondaire s'il y a eu des règles et puis que pendant au moins 6 mois, il n'y a pas de règles. Donc, quand on est chez les jeunes adolescentes de 13 ou 14 ans, on ne dit pas qu'elle est en aménorrhée, sauf si elle a déjà eu des règles, mais pas en aménorrhée primaire, on dit qu'elle est préménarcale. Alors, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas très, très familiers. Je vais être obligée de parler un petit peu des hormones, etc. Donc, ici, en fait, vous avez le cerveau, et ici, vous avez les ovaires, avec c'est un peu direct entre les deux, là, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'espace, hein, c'est comme ça. Et dans le cerveau, en haut, vous avez donc l'hypothalamus qui envoie des informations à l'hypophyse. L'hypophyse envoie, grâce à la FSH et la LH, des informations aux ovaires qui sécrètent les hormones œstrogènes et progestérone. Donc hypothalamus, hypophyse et ovaire. Donc, au moment du cycle menstruel, vous avez, donc c'est un cycle, donc ça se renouvelle tous les 28 jours, et vous avez au niveau des hormones, et ça va être très important, des pics et des moments où donc il y a des taux d'hormones très importants, puis d'autres moments du mois où les taux d'hormones sont beaucoup plus bas. Et là, vous retrouvez donc les hormones dont je vous ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, l'ALH et la FSH qui sont sécrétées par l'hypophyse, et l'œstrogène et la progestérone qui sont sécrétées, on va dire, au niveau des ovaires. Donc, en fonction des périodes du cycle, on n'a pas les mêmes taux de ces hormones. Et ça, c'est un schéma, j'appuie partout en même temps, de la muqueuse utérine. Et je vous ai dit que les règles, c'était le fait d'évacuer la muqueuse utérine qui avait été épaissie sous l'effet des œstrogènes. Et donc, à gauche, vous avez la muqueuse utérine qui est en train donc, de desquamer. Et puis, vous avez donc l'autre partie du cycle où petit à petit, de nouveau, elle se réépaissit, etc.
Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe au moment de la puberté? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une augmentation de la GnRH, donc, qui est sécrétée par l'hypothalamus, et ce, de façon pulsatile, ça veut dire par pic. Alors, pourquoi tout d'un coup ça se met à être sécrété de façon pulsatile? On ne le sait pas très bien, mais enfin, on sait que l'hypothalamus commence à sécréter de façon pulsatile du GnRH, qui agit sur l'hypophyse, qui va sécréter aussi de façon pulsatile de la LH, d'abord pendant le sommeil, puis pendant la veille. Et cette augmentation progressive, donc, chez la fille, va permettre donc une augmentation de la FSH vers l'âge de 10-11 ans, environ 1 an avant ceux de la LH. Donc ça, c'est un schéma pour vous montrer ça. Donc il y a d'abord quelque chose qui se passe au niveau de l'hypothalamus, puis de l'hypophyse, puis au niveau ovarien, avec les hormones qui arrivent. Alors ça, je dirais, ça c'est le schéma standard, hein, la puberté, les hormones sexuelles, tout ça, on connaît. Je veux dire, ça a l'air simple. Sauf qu'il y a d'autres hormones qui jouent dans la puberté, en particulier la leptine. Puis la leptine, si vous avez bien écouté, il y a Mouna Anachi qui en a parlé tout à l'heure. C'est une hormone qui régule la prise alimentaire. Qu'est-ce qu'elle fait dans la puberté? Eh bien, en fait, non seulement elle régule la prise alimentaire et la dépense énergétique, au niveau de l'hypothalamus, donc au même endroit que ce que je vous ai parlé pour le GnRH, elle est surtout exprimée dans les adipocytes, donc c'est les cellules graisseuses. Elle est réglée par le poids corporel et la nutrition, et elle est impliquée dans le contrôle de la sécrétion du GnRH. Donc, elle va être impliquée dans le contrôle, en fait, de la puberté et des cycles menstruels, etc. Cette leptine serait un facteur permissif de la puberté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où environ, je vous donne, hein, c'est très environ, la fille atteint 48 kilos, elle permettrait à l'hypothalamus de commencer à être pulsatile, à sécréter du GnRH de façon pulsatile, et donc ça serait quelque chose qui permettrait de débuter la puberté. Elle interagit avec d'autres hormones qui vont plutôt être au niveau de la digestion, mais elle a quand même un rôle au niveau de la puberté. Et puis, il y en a d'autres qui aussi n'ont a priori comme ça rien à voir avec la puberté, c'est le cortisol. C'est une hormone du stress et c'est une hormone effectivement qui est sécrétée de façon très importante quand on est stressé. Ça donne un peu les mains moites, le cœur qui bat, etc. Donc, ça, on connaît bien. Et ça inhibe le GnRH, donc ça empêche l'hypothalamus de donner une impulsion vers l'hypophyse et donc que les hormones qui vont permettre le développement pubertaire et ensuite les règles puissent fonctionner. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de dénutrition? Eh bien, non seulement il y a une action directe de la dénutrition sur l'hypothalamus qui va faire descendre le GnRH, mais il y a en plus la leptine et le cortisol qui vont agir pour inhiber cet hypothalamus et empêcher qu'il donne des informations pour permettre la puberté et les cycles normaux. C'est pour ça qu'on trouve, en cas de dénutrition, un retard à la puberté et ou une absence de règles. Il y a en général une FSH qui reste normale. Par contre, la LH, en fait, elle existe, mais elle est plus pulsatile. Et quand elle n'est pas sécrétée de façon pulsatile, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, avec ça, il n'y a plus d'œstrogène. Et donc, on a plus cette augmentation de taille de la muqueuse utérine qui reste complètement atrophique. Et il n'y a pas d'ovulation non plus. Et donc, il n'y a pas de sécrétion de progestérone. Ça, c'est une diapositive pour vous montrer un petit peu tout ce qui peut jouer sur le GnRH. Alors, vous voyez le GnRH en bas au milieu, voilà, qui est là, et vous voyez tout ce qui peut jouer un rôle dessus. Alors, en haut, vous avez l'exercice, mais vous avez le décalage horaire, le stress, le catabolisme musculaire et la douleur. Et là, forcément, ça doit quand même vous faire tiquer que beaucoup de choses sont mises en jeu dans les troubles du comportement alimentaire. On a parlé de la dénutrition. Qu'est-ce qui se passe en cas d'obésité? Là aussi, il n'y a pas d'ovulation. Mais là, ce n'est pas parce qu'on a un taux d'œstrogène qui est trop bas, c'est parce qu'on a un taux d'œstrogène qui est relativement élevé, mais stable. Il n'y a pas cette histoire de cycle. Et sans sécrétion cyclique, on n'arrive pas à avoir une ovulation correcte et donc pas de progestérone. Donc, on a un déséquilibre aussi au niveau hormonal. Avec, par contre, là, comme on a beaucoup d'œstrogène, des ovaires micropolykystiques et un excès d'androgène, je vous en dis un mot.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, donc, on est au niveau de la trompe et de l'ovaire, et avec donc trop d'œstrogènes, des choses qui sont déséquilibrées, on va avoir une production élevée d'hormones mâles au sein des ovaires qui empêche le follicule d'aller à maturation, et donc il s'accumule à moitié mature dans les ovaires. Avec donc une augmentation aussi des hormones mâles, les androgènes. Donc on va voir au niveau physique, comme il y a beaucoup d'hormones mâles, plus facilement de l'acné, des poils, de l'hirsutisme, des poils qui poussent à des endroits où en principe c'est plutôt chez le garçon. L'ovulation ne se fait pas, je vous l'ai dit, donc il va y avoir des cycles irréguliers, voire plus de cycles du tout. Et puis, donc, on a tous ces petits follicules. Si on fait une échographie, on voit plein de petits follicules au niveau des ovaires. En cas de boulimie, donc où il y a, on va dire, à poids normal, eh bien, il va quand même y avoir une action et de la leptine et du cortisol au niveau de l'hypothalamus. Et donc, vous pouvez tout à fait avoir une perturbation du cycle ou même une absence de règles. Et ça peut même entraîner cette action de la leptine et du cortisol, un syndrome des ovaires polykystiques qui entraîne en plus des complications métaboliques importantes, même à poids normal. Alors, qu'est-ce qui influence les règles? On sait quand même que le meilleur prédicteur de l'absence de règles dans les troubles du comportement alimentaire, c'est l'IMC qui est bas, un faible apport calorique et un niveau d'exercice élevé. Donc, ça, c'est les trois choses principales. Il y a d'autres choses dont je vous ai parlé, mais ça sont les trois choses principales. Et même à poids normal, les crises de boulimie répétées et les conduites de purge sont associées de façon indépendante à des perturbations du cycle menstruel. Alors, quand est-ce que pour reprendre les règles? C'était une des questions, une des mythes et réalités. Alors, il est écrit partout, et globalement, il y a un consensus pour dire que la reprise des menstruations arrive le plus souvent à 90% du poids santé pendant 6 mois. Donc, quand on a retrouvé un poids qui est proche de son poids santé pendant 6 mois, ou quand on a retrouvé le poids à l'arrêt des menstruations. C'est quand même très, très personne dépendante. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui traîne un peu partout, mais d'une personne à l'autre, c'est très différent. On sait quand même que c'est associé à la masse grasse, probablement en lien, entre autres, avec la leptine. On sait que c'est en lien aussi avec le taux d'œstradiol, et c'est peut-être plutôt une conséquence qu'une cause, mais quand l'œstradiol remonte, on a des chances de retrouver des règles. C'est certainement pas une preuve d'avoir retrouvé un poids santé, puisqu'on a des jeunes filles qui même dépassent leur poids santé et qui n'ont toujours pas de règles. Donc il y a d'autres facteurs qui rentrent en cause. Et là, on peut se poser la question, mais je ne rentrerai pas du tout dans cette polémique, de l'intérêt de mettre des œstroprogestatifs pour relancer les règles. Alors, pourquoi je n'entrerai pas dans cette polémique? Parce que, d'un point de vue biologique, globalement, il n'y a aucun intérêt, mais il peut parfois y avoir un intérêt pour d'autres choses, et en particulier pour la contraception, ce qui est quand même un truc important, mais pas en tout cas pour retrouver des règles ou pour améliorer les problèmes osseux, comme on verra un petit peu. Donc la reprise des règles en cas de boulimie, globalement, il faut diminuer les symptômes. Donc voilà. Et en cas d'obésité, en fait, il n'y a pas de règle. Je vous ai dit que c'était en lien surtout avec une hyperandrogénie. Donc c'est vraiment la perte de poids qui améliore le cycle menstruel. Les problèmes posés par l'anorexie mentale, je vous ai dit, il y a un blocage de la puberté, donc on va avoir un retard. C'est des jeunes filles qui font la puberté plus tard, quand elles arrivent à la faire. Et l'autre chose qui est vraiment en parallèle, c'est le déficit d'acquisition de la masse osseuse, puisque l'os se durcit, devient plus dur au moment de la puberté grâce aux hormones sexuelles, donc, et en particulier aux œstrogènes. Donc là, sans œstrogènes, l'os ne se densifie pas. Et donc ça, c'est un des problèmes majeurs du retard de puberté et de l'absence d'hormones sexuelles. Problème de sexualité aussi, avec souvent, donc, pour celles qui sont pubères, une sécheresse vaginale, et chez les adultes, ça a été montré sur plusieurs études, une baisse de désir et surtout une baisse aussi de satisfaction à l'acte sexuel. Et puis, les autres problèmes, c'est quelle contraception on donne.
Est-ce qu'on va donner une contraception œstroprogestative comme les autres, ou est-ce qu'il faut être plus subtil pour essayer en plus d'améliorer la masse osseuse, etc. Et c'est sûr que si on reste extrêmement dénutri, la fertilité n'est pas extraordinaire. Les problèmes posés par la boulimie, là aussi, donc, je vous ai dit, ça perturbe la puberté, donc un retard au développement pubertaire, une aménorrhée, même à poids normal, un syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça veut dire que pour les gynécologues, par exemple, quand ils voient des syndromes des ovaires polykystiques à poids normal, il faut immédiatement se dire attention, il y a peut-être une boulimie. Et il est possible que les patients avec SOPK aient plus de comportements boulimiques, ou en cas de boulimie, l'augmentation de la sensibilité aux androgènes entraîne un SOPK. Donc on ne sait pas quel est l'œuf et la poule, mais probablement que si on prend une cohorte de patientes avec syndrome des ovaires polykystiques, il y a plus de boulimie que dans la population générale. Ça, c'est assez clair. Par l'obésité, donc c'est plutôt des pubertés précoces ou avancées, c'est des jeunes filles qui font des pubertés extrêmement précoces, avec des maladies de l'endomètre, puisque c'est hyperplasique, ça peut même entraîner des cancers. Mais ça, ce sont des maladies, je dirais, de l'adulte. On n'est plus dans des maladies de l'enfant, le syndrome des ovaires polykystiques et un syndrome métabolique et éventuellement même une stérilité. Et la sexualité dans tout ça. Chez l'adulte, je vous ai dit, perte d'intérêt pour les questions d'ordre sexuel. Avec plus l'IMC est bas, plus la libido diminue. Dans la boulimie, il y a un petit peu plus de relations sexuelles que dans l'anorexie, mais de toute façon, il y a moins de satisfaction à l'acte sexuel chez les patientes atteintes d'un trouble du comportement alimentaire. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer une petite étude chez l'adolescente. On a pris 37 patientes anorexiques hospitalisées pour dénutrition sévère et 37 contrôles à un âge moyen de 15 ans et demi, avec un MC qui était à 17, donc elles n'étaient pas très dénutries comme nos patientes anorexiques, 17 pour les patientes anorexiques et 23 pour les patients de contrôle. Alors, on ne va pas détailler tout ça, c'est juste pour vous dire que quand on regarde toutes les questions autour de la sexualité, etc., est-ce qu'elles ont eu plus de relations sexuelles, moins de relations sexuelles, est-ce qu'ils en pensent plus, est-ce qu'ils ont eu plus de partenaires, etc., vous voyez que dans la dernière colonne, tout est non significatif, on n'a aucune différence entre les deux groupes. Quand on regarde l'attraction sexuelle, elles sont autant attirées par les garçons, les filles ou les deux que leur groupe contrôle. Est-ce qu'elles ont déjà eu des relations sexuelles? Je suis désolée. Eh ben, c'est exactement la même chose que le groupe contrôle. Avec qui elles parlent de sexualité, comment elles en parlent, est-ce qu'elles ont vu déjà un gynécologue, etc. Là aussi, ce n'est pas significatif. Alors, c'est des groupes de 37, ce n'est pas énorme, mais en tout cas, on ne voit pas une différence massive. Ça veut dire quand même que ces jeunes filles, en tout cas à l'adolescence, toutes les pensées, etc., autour de la sexualité sont présentes et donc il faut forcément les aborder. Les complications un peu plus de l'adulte hors période aiguë, c'est-à-dire qu'elles sont un peu sorties quand même de la période vraiment d'urgence dont on a parlé tout à l'heure. Il reste facilement des irrégularités menstruelles, qui sont quand même assez fréquentes s'il y a eu des antécédents d'anorexie mentale, même à point normal, une insatisfaction sexuelle, plus de complications dans le traitement des cancers gynécologiques. Alors, ce qui mettait dans les études, c'est un retard au diagnostic et au traitement, puisque les femmes qui ont eu un trouble alimentaire auraient tendance à moins consulter. Et puis, donc, le SOPK dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a eu une étude faite en Angleterre sur les complications gynécologiques et obstétricales. Ils ont pris toutes les femmes qui vivaient dans une ville et qui avaient accouché sur un an, un peu plus d'un an, et ils ont regardé un petit peu ce qu'il en était, et ils voyaient que toutes celles qui avaient un antécédent de troubles du comportement alimentaire avaient plus souvent été en consultation de cliniques de fertilité. Il y avait pour les anorexiques moins de grossesses intentionnelles, c'est-à-dire des grossesses non désirées, et plus de grossesses non prévues, ça c'est le corollaire. Avec un allongement du temps de conception, un sentiment négatif à la découverte de la grossesse, en particulier parce qu'une une partie un peu plus importante était non désirée, mais pas que, plus de fausses couches. Ça, c'était des femmes qui avaient un antécédent d'anorexie, ce n'était pas une anorexie à ce moment-là, en tout cas pas en phase aiguë. Une mauvaise nutrition pendant la grossesse, un petit PC de naissance, une dépression ou une anxiété du postpartum et un arrêt plus précoce de l'allaitement. Donc, si on reprend nos mythes et réalités, la puberté précoce serait-il un facteur favorisant les TCA?
Eh ben, ça dépend des études. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc, en tout cas, faire peut-être attention chez les jeunes filles qui ont des pubertés très précoces. L'image du corps varie en fonction de la phase du cycle menstruel. Eh bien oui, il y a une mauvaise image en phase prémenstruelle. Ça, il y a plein d'études qui l'ont montré. L'image vraiment est cyclique. Les crises d'hyperphagie varient en fonction du cycle menstruel. Oui, elles sont beaucoup plus fréquentes en deuxième phase du cycle. Le retour des règles signe la guérison? Pas du tout, je vous l'ai dit. Il existe un lien entre importance de la dénutrition et dysfonction sexuelle? Oui, chez l'adulte, c'est sûr. Attention quand même, les adolescentes, elles, ont quand même des préoccupations autour de la sexualité qui sont très importantes. Pas de règles, pas de fertilité, ça on sait que c'est complètement faux. Hein. On peut être à la limite du moment où il va y avoir une ovulation, donc, et avoir un rapport sexuel et tomber enceinte, donc ça ne protège pas. Et les adolescentes dénutries ne pensent pas à la sexualité, je vous ai montré que ce n'était pas vrai. Donc en conclusion, pour tenir le timing, beaucoup de perturbations gynécologiques s'il y a un antécédent de TCA ou si le TCA est encore actif. Donc les gynécologues doivent être vraiment au courant de tout ça parce que en fonction de ce qu'ils vont trouver chez la femme adulte, ils vont pouvoir rechercher un TCA soit passé, soit même présent. Les conséquences à long terme sont surtout les problèmes de masse osseuse, mais il y a des conséquences sur la puberté, la sexualité, la grossesse et le déséquilibre hormonal avec présence de SOPK. Merci. Merci Chantal. Merci pour cette présentation et à quel point l'axe gonadotrope et toute cette sphère est à la fois sensible aux modifications métaboliques et psychiques.